Depuis la nuit des temps, s'il y a bien une chose qui unit chaque être humain entre eux, ce sont bien les histoires qu'on se raconte. Qu'il s'agisse de faits réels ou de récits fictifs, les histoires ont toujours été au centre de nos sociétés. Mais tout d'abord, pourquoi se raconte-t-on des histoires? Nous sommes vers 1800 avant notre ère, lorsqu'est gravée sur des tablettes en argile, en pleine Mésopotamie dans l'actuel Irak, l'histoire d'un roi tyrannique, de son amitié avec un colosse censé le combattre, et son voyage dans le royaume des morts. Le récit de Gilgamesh. C'est le plus vieux récit que l'on ait jamais retrouvé. Mais pas forcément le premier. Que ce soit par transmission écrite ou orale, les histoires que l'on se raconte ont un rôle fondateur de nos sociétés. Chaque histoire crée un imaginaire collectif au sein d'une société. Un pouvoir rassembleur qui permet à chacun de s'émouvoir ou de réfléchir à sa propre condition. Mais qu'est-ce qui forme une bonne histoire? Depuis les épopées grecques jusqu'à l'esthétique classique du XVIIe siècle, de nombreuses règles ont été mises en place pour répondre à la question d'une bonne histoire. Que cela ait d'abord touché la littérature avec le théâtre, la poésie ou le roman, la codification des histoires s'est ensuite posée autour du cinéma au XXe siècle. Mais la codification des histoires dépend avant tout de son support. Si le théâtre met principalement en avant un moment précis où un personnage doit faire un choix, le roman et le cinéma favorisent plutôt l'évolution d'un personnage, tandis que les mythes se concentrent sur l'aspect divin d'un récit. Autant de manières de raconter des histoires, mais aussi autant de manières de les codifier, voire parfois de les hiérarchiser selon les époques et selon les règles alors en vigueur. Ainsi, la vision que l'on se fait d'une bonne histoire tend à évoluer d'une époque à une autre. La Renaissance donne ainsi la part belle aux influences des anciens, avec en tête de file les Grecs et les Romains. Tandis qu'au XIXe siècle, les auteurs réalistes et naturalistes souhaitaient décrire le monde qui les entourait le plus exactement possible, avant de laisser place au XXe siècle au mouvement d'avant-garde où toutes les règles étaient brisées. Un équilibre délicat entre les règles parfois imposées, une certaine censure, et une plus grande liberté de ton. Alors aujourd'hui, pouvant goûter au meilleur comme au pire, comment savoir ce qui est une bonne histoire? Mais existe-t-il une recette magique qui rend une histoire bonne? Spoiler alerte, non. Mais il existe plusieurs pistes de réflexion sur lesquelles on peut se pencher. Tout commence avec des personnages. Pilier central de tout récit, le personnage est l'élément indispensable à n'importe quelle histoire. Chaque histoire est souvent composée de tout un réseau de personnages, qu'il s'agisse tout d'abord de la dualité entre le protagoniste et l'antagoniste, puis des personnages secondaires comme l'allié, le faux allié ou encore le faux adversaire. On retrouve également différents archétypes, depuis le roi, le mentor, le magicien, le guerrier, l'artiste, l'amoureux ou bien le rebelle. Dans son ouvrage Anatomie d'un scénario, John Truby définit les fondements d'un bon personnage. Chaque personnage doit avoir un besoin, un désir et une peur, qu'il s'agisse du protagoniste, celui qui doit résoudre le problème central de son histoire, ou tout autre personnage secondaire. En fait, un bon personnage est avant tout un personnage auquel le public s'attache. Et pour cela, il leur faut des qualités aussi bien que des défauts, des caractéristiques auxquelles le public peut se raccrocher. Bref, le rendre humain. Un personnage pour lequel le public s'attache est avant tout un personnage pour lequel on a de l'empathie. Quelqu'un dont on comprend les motivations et les actions, quand bien même nous ne les approuvons pas. Toujours selon John Truby, l'identification du public auprès d'un personnage passe avant tout par deux facteurs, le désir et le besoin. Le désir n'implique que le personnage, tandis que le besoin moral implique la relation du héros avec les autres personnages et son cadre. Mais un bon personnage ne fait pas forcément une bonne histoire. Il faut ensuite le placer dans un espace, dans un univers dans lequel les personnages vont pouvoir évoluer. Alors il peut s'agir d'un monde que le public connaît, dans lequel nous évoluons tous, comme il peut s'agir d'un univers inconnu, lointain, voire imaginaire. Mais quel que soit l'univers dans lequel l'histoire se déroule, et tout aussi irréel soit-il, il est important d'en faire un monde cohérent, avec ses propres règles à respecter. Auprès du public, c'est ce qu'on appelle la suspension consentie de l'incrédulité. Nous acceptons de voir un univers qui ne respecte pas les mêmes règles que la réalité,
le temps d'une histoire, parce que nous en comprenons les tenants et les aboutissants. Mais ça, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler un peu plus en détail dans une précédente vidéo. Mais la question à poser, c'est aussi de savoir comment placer le cadre dans son histoire. Dès le début du récit, le public doit connaître les personnages. Qui sont-ils? Où vivent-ils? Que font-ils dans la vie? Etc. Mais surtout, lorsque l'histoire se déroule dans un univers méconnu du spectateur, il est important de pouvoir donner une description correcte de ce nouveau monde. Un équilibre délicat à trouver entre le surplus d'informations et le manque cruel de données. Plusieurs recettes existent alors, il suffit parfois de placer un personnage qui ne connaît rien à l'univers en question, ce qui permet au spectateur de découvrir ce nouveau monde en même temps que le héros. Enfin, une fois le personnage placé dans l'espace, il faut le placer dans le temps. Il existe une multitude de manières de raconter une histoire, que ce soit de manière chronologique, ou bien en mêlant des flashbacks, des flash-forward, implosant vers son centre, ou au contraire créant une véritable explosion allant dans tous les sens. Malgré les différents chemins pris par chaque récit, on retrouve malgré tout une structure similaire à chaque histoire. Écrire un récit, c'est placer un personnage dans le temps, donc de le voir évoluer. On en revient alors au classique découpage en 3 actes proposé par Aristote. On place d'abord un personnage dans le premier acte, un personnage dans une situation initiale, celle dans laquelle il vit au quotidien. Puis un élément perturbateur vient changer le cours de sa vie et le faire basculer dans le second acte. Il va devoir alors affronter une série d'obstacles pour pouvoir atteindre son objectif final dans un climax qui va le propulser dans le troisième acte, dans lequel le personnage reprend sa vie, changer et évoluer. Ainsi, le récit n'aura pas été vain. Le personnage comme le public a évolué, a appris ou non une leçon, atteignant des sommets ou tombant dans les abysses. Au fil du temps, l'histoire en 3 actes d'Aristote a aussi évolué. De nouveaux actes sont apparus dans le découpage du récit et développent notamment le second acte, période durant laquelle le héros apprend l'adversaire, échoue à passer les obstacles, se trouve au plus mal avant de revenir à la charge, plus fort que jamais. En 1949, Joseph Campbell propose aussi le monomythe, dont on a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Le fameux parcours du héros, appelé à l'aventure. D'abord réticent, il accepte finalement sous les conseils avisés d'un mentor et avance vers l'inconnu. Un voyage également guidé par de nombreux défis et tentations jusqu'à l'objet de sa quête. Un voyage qui le mènera à se transformer et à devenir un être différent une fois de retour chez lui. Un schéma narratif que l'on retrouve dans bien des histoires et qui a notamment été popularisé par George Lucas et sa célèbre saga Star Wars. La mise en place d'un personnage dans le temps implique son évolution, en bien comme en mal, ce qui implique également la question du choix. Le héros a le choix d'accepter ou non sa quête, de trouver des solutions à ses problèmes, ou bien rebrousser chemin. Des choix qui n'en sont pas toujours. La tragédie par exemple place le personnage face à la fatalité, et à des dilemmes impossibles. Ce sont dans ces instants que la construction des personnages est sans doute le plus important. Des choix et une fatalité qui mettront le héros comme le public face à un débat moral. Un échange d'idées qui doivent permettre au personnage d'évoluer, de changer, de croire que le récit n'était pas vain. Une bonne histoire, c'est donc placer un personnage dans l'espace et le temps pour le faire évoluer. Mais dans quel but ? Le débat moral dont on parle depuis tout à l'heure, c'est l'ensemble des idées, des valeurs, des choix qui seront mis en avant dans l'histoire, qui vont se confronter entre eux. Une fois franchi le cap du saut vers l'inconnu, le héros s'implique dans sa quête. Il fait confiance à ses alliés, noue des relations, se sent trahi, déçu, amoureux ou coincé dans un labyrinthe. Pas évident donc de faire un choix lorsqu'on a l'impression d'avoir tout un monde sur les épaules. Chaque choix fait par les personnages, chaque sentiment qu'il éprouve, chaque sacrifice qu'il réalise permet de mettre en avant la raison pour laquelle le public aime tant s'investir dans une histoire. En entrant dans une histoire, le public est touché par les personnages envers qui il s'identifie, pleure et rit avec eux, et sont investis dans le débat moral qu'affronte le héros. Aussi, de nombreux sujets et valeurs sont apparus au fil du temps qui ont forgé les débats moraux de chaque histoire au fil des époques. Si des sujets contemporains permettent aux spectateurs de se sentir investis, ralliant l'histoire à l'actualité ou de mieux comprendre les questionnements passés, 2 sujets sont aujourd'hui considérés comme universels et propres à chaque histoire. L'amour et la mort, l'Éros et Thanatos. Chaque personnage mène ses actions par amour pour les siens, ou pour soi-même, ou par peur de la mort. Et pour mieux représenter chaque histoire, chaque débat moral, rien de mieux qu'un réseau de symboles.
L'iconographie est omniprésente depuis la nuit des temps, dans chaque histoire et dans chaque mythe que l'on se raconte. Parce qu'ils sont facilement reconnaissables et parce qu'ils permettent de véhiculer des idées et des émotions plus facilement, chaque grande histoire se sert de symboles, de métaphores pour mettre en valeur ce qu'ils créent. Véritable condensateur d'idées, de valeurs ou d'émotions, chaque symbole a ce pouvoir spécial de rester gravé dans la mémoire du spectateur. Le débat moral et les grandes thématiques de l'histoire sont ainsi souvent reliés à un ensemble de symboles qui facilitent leur compréhension. C'est donc toute une poésie qui permet à l'histoire d'être rythmée par des images, par des archétypes, par différentes manières de voir les choses. De nombreux auteurs diront que toutes les histoires du monde ont été écrites, mais pas par vous. Les symboles ont la faculté de pouvoir être comprises par le plus grand nombre, mais aussi de pouvoir être utilisés de manière plus originale, de pouvoir créer sa propre iconographie. C'est ce qui rend finalement une histoire unique et mémorable, ancrant un peu plus un récit dans l'esprit du public. Chaque mot, chaque objet, chaque individu, être matériel ou non, peut ainsi devenir le réceptacle d'une idée bien plus vaste. Chacun peut alors s'approprier une histoire et ses symboles. Évidemment, chaque règle a son exception qui la confirme. Il existe des histoires où les personnages n'évoluent pas. Il y a des histoires où les intrigues s'entremêlent et où l'auteur défie les codes avec l'espace et avec le temps. Cela en fait-il pour autant de mauvaises histoires? Eh bien, pas forcément. En fait, l'important ici, c'est ce qu'on appelle l'intention. Le fondement de toute bonne histoire, c'est tout d'abord la capacité pour l'artiste à faire des choix. La question donc à se poser est de savoir quelle maîtrise a l'artiste sur son histoire. Mais une bonne histoire, c'est aussi avant tout de savoir faire naître chez le spectateur aussi bien des émotions qu'une réflexion plus profonde sur son débat moral, mais également sur sa manière de le raconter. Quelle poésie finalement mettrons-nous au service d'une histoire ?